Aujourd'hui, j'ai regardé pour vous Prey, sorti en 2022, cinquième film de la saga Predator réalisé par Dan Trachtenberg, auteur remarqué du très populaire 10 Cloverfield Lane, sorti en 2016. J'aimerais vous dire que j'attendais un nouvel opus flamboyant pour cette nouvelle aventure des nos crustacés de l'espace, mais tout espoir m'a quitté il y a bien longtemps après la sortie de l'insipide Predators en 2010 et de l'infâme The Predator en 2018, dernier clou enfoncé dans le cercueil d'une saga déjà bien moribonde. Mais on n'a pas fini de souffrir. Les droits de la franchise appartiennent actuellement à Disney, qui nous démontre chaque jour avec beaucoup de fébrilité qu'on peut saloper n'importe quelle saga cinématographique jusqu'à en faire un spectacle pitoyable. Car oui, Prey est bel et bien un ratage. Peut-être pas du niveau de The Predator, mais un ratage tout de même. Les Predators ont été confrontés à une flopée d'adversaires dont le niveau de testostérone diminue exponentiellement depuis le second épisode. On est tout de même passé de Schwarzy et Danny Glover dans les deux premiers films à Adrien Brody dans le troisième, passe encore, pour terminer avec une véritable bande de guignols dans l'involontairement comique The Predator. Il a donc été décidé en haut lieu de trouver enfin un adversaire supérieur à toutes ces brutes sans cervelle pour affronter le Predator et redynamiser la franchise. Quel genre de personnage pourrait créer de vraies difficultés pour notre chasseur des étoiles après qu'il ait été confronté déjà à de l'humain, de l'alien et j'en passe? Vous l'avez deviné, l'être supérieur élu pour ce rôle sera une jeune femme. Je vais me lancer dans un décryptage volontairement assez long qui suit la trame de l'histoire, donc si vous ne l'avez pas vu, que vous avez des tendances SM et que vous tenez vraiment à le voir, arrêtez-vous là. Pour les autres, allons-y. En résumé, Prey nous raconte l'histoire de Naru, indienne comanche mal dans sa peau qui rêve de devenir chasseur au même titre que les hommes de sa tribu. Comme eux auparavant, elle devra donc accomplir un exploit et vaincre à la chasse un animal particulièrement dangereux. Un prédateur en somme. Son parcours initiatique la mettra bien malgré elle sur les pas d'un Predator, venu de l'espace, lui aussi engagé dans un violent rite de passage. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté dans Prey, hein. Le film nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Naru est une jeune comanche en pleine crise d'identité, incapable de supporter sa condition de femme. Lors de la scène d'ouverture, elle abandonne rapidement la cueillette des herbes médicinales pour s'entraîner avec son tomahawk et se lancer dans une course-poursuite improbable avec un cerf. Et comme on veut nous montrer qu'elle est impressionnante, c'est une femme après tout, on a droit à tout un tas d'effets de manche absolument inutiles. Et que je te saute contre un tronc d'arbre, et que je te fasse une glissade de 3 mètres dans les brindilles. Ben alors ça c'est incroyable! Les raisons de son besoin d'entrer dans le monde des hommes ne sont d'ailleurs jamais vraiment éclaircies. Elle expliquera plus tard qu'elle le veut juste parce que sa tribu ne le souhaite pas, ou ne croit pas en ses prouesses. En somme, elle rejette les règles traditionnelles de son milieu par pure défiance, pour emmerder le monde, et si on veut aller encore plus loin, disons, pour abattre la patriarchie, ce qui n'est pas vraiment un thème à la mode chez les Comanches en 1719. Pourtant, comprendre pourquoi la chasse était réservée aux hommes et la cueillette aux femmes en ce temps-là ne demande pas des efforts intellectuels surhumains, mais les scénaristes ne se sont pas embarrassés de ce genre de détails. C'est 1719, mais en 2022, quoi. Wokisme oblige, toutes les interactions, ou presque, de Naru avec la jante masculine sont dans le même ordre d'idées. On a un bel exemple d'inversion des rôles dès les premières minutes de film, alors qu'elle chasse l'aigle avec son frère. Elle est fermée et méprisante, elle fait par exemple semblant de dormir lorsqu'il parle, alors que lui est bavard, amical et expansif. Elle est charmante, hein? Ce n'est pas tout à fait la même chanson avec les autres chasseurs, dont l'attitude est franchement hostile, contrairement à celle de son frère. Ils essayent en vain de la remettre à sa place lors de la traque d'un dangereux puma et voient en elle un boulet inutile à traîner. Mais le frère, en bon chevalier servant, vient régulièrement à sa rescousse pour vanter ses talents de traqueuse ou ses incroyables connaissances de guérisseuse. Le frère est aussi chef de la chasse, donc on ne discute pas, et c'est sans surprise que quelques images plus tard, le groupe de chasseurs est mené par le bout du nez par notre incroyable héroïne. Car oui, il faut bien comprendre que dans ce genre de film, les hommes sont de parfaits imbéciles, mal dégrossis, vulgaires et incompétents, incapables de la moindre finesse d'esprit. La femme, elle, est brillante et volontaire, elle est capable d'une rare subtilité, elle réunit en sa seule personne les talents d'une dizaine de chasseurs de la tribu, en plus de ses compétences de guérisseuse. Parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, bon ok, la fille s'est vraiment consacrée à la chasse, et c'est donc du temps qu'elle n'a pas passé à étudier les médecines de la tribu. Mais non, la fille maîtrise tout, absolument tout, et sans forcer, s'il vous plaît. Ce premier acte du film consacré à la traque du puma ne sert qu'à nous démontrer à quel point Naru est génial et à quel point les autres sont des ânes. C'est évidemment elle qui pense à appâter le puma pour le faire tomber dans un piège, et toute tentative de remettre en cause sa supériorité sera immédiatement sanctionnée par le script, comme dans cette scène surréaliste où un chasseur qui ne l'aime pas vraiment se met à la rabaisser et se fait instantanément dévorer par le puma. Le timing est vraiment impeccable, le mec a un mauvais karma comme on dit. La séquence du puma se terminera d'ailleurs en eau de boudin pour notre héroïne puisqu'elle va échouer à tuer le puma et ne parviendra qu'à le blesser. Et là vous me dites, bah voilà, finalement elle n'est pas si surdouée que ça, le personnage a des faiblesses, il est crédible. Et je vous dirais ok, mais dans ce cas vous m'expliquerez pourquoi après avoir chuté d'une branche d'arbre placée à 3-4 mètres de hauteur et s'être explosé le crâne sur un énorme roc,
Elle se réveille avec un petit bandage et un léger mal de tête. C'est un peu comme dans l'histoire de Chuck Norris en fait, elle a la tête tellement dure que c'est le rocher qui a eu besoin de prendre 2 aspirines. En bref, c'est plus ou moins sur ça que se conclut le premier acte. Alors vous allez me dire: «OK, tu bien gentil avec tes histoires de sociologie appliquée, mais et le film dans tout ça?» Eh bien, ce que je viens de vous raconter couvre à peu près les 40 premières minutes du métrage. Autrement dit, une longue scène d'exposition pas du tout excitante, dont l'événement le plus notable est une séquence dans laquelle le prédateur joue avec un serpent, probablement pour se faire de nouvelles bottes ou quelque chose comme ça. Quant à l'idéologie, on ne voudrait pas la voir et en faire abstraction que ça ne serait pas possible tant elle vous saute à la figure à chaque nouvelle séquence. Alors petite pause, pour être honnête, quand un film satisfait un minimum de critères de qualité, je laisse passer beaucoup de choses discutables, parce que l'ensemble forme un tout cohérent, et que l'émotion est au rendez-vous et qu'il apporte quelque chose de nouveau, etc. Sachant que pas mal de très bons films possèdent des scènes tirées par les cheveux, voire carrément douteuses en termes de crédibilité. Mais Prey est de toute façon un mauvais film, au scénario particulièrement indigent et lénifiant qui n'appelle aucune indulgence de ma part. Et la suite possède tellement de scènes stupides que ça en devient fascinant. Oh my god. Notre super Naru a échoué à son rituel de passage et elle est désavouée par son frère. Elle décide donc de partir à la recherche d'un gibier encore plus balèze, sans trop savoir ce que c'est. Ce n'est pas très logique, hein. Si tu loupes un puma et tu ne te lances a priori pas à la poursuite d'un bestiau inconnu avec des pieds griffus pointure 55, mais les scénaristes ont dû trouver que c'était une super idée. Pour continuer sur le thème des pieds, on voit là que le film a bien été écrit avec des pieds, parce qu'ils auraient fort bien pu mettre le prédateur sur le chemin de Naru par un hasard quelconque, ce qui aurait été un poil plus subtil et naturel, mais bon. Il fallait qu'elle le cherche activement pour lui mettre sa raclée à ce saligo, vous comprenez? Mais continuons avec notre Comanche superstar qui va ensuite se vautrer lamentablement dans une fondrière. Oh merde. Oh, c'est con ça. Encore une séquence qui n'a aucun sens dans la mesure où elle est censée être une traqueuse d'exception. Le but unique de cette scène est de nous montrer le danger de l'endroit et le génie inventif de Naru qui se sort de ce mauvais pas grâce à son tomahawk à cordelette. Un passage extrêmement forcé, dramatisé à l'excès et qui aurait pu être tourné autrement, en montrant un gros animal pris au piège par exemple. Le film enchaîne ensuite les péripéties sur un rythme légèrement plus rapide. S'ensuit tout d'abord la séquence de la chasse au grizzly qui marque l'entrée en scène du Predator. Je ne la détaillerai pas ici, mais elle offre un moment de vague excitation bien vite retombée. C'est d'ailleurs la séquence qui était visible dans les bandes annonces de l'époque pour faire la promotion du film. À peine sortie de cette mauvaise passe, Naru fait de nouveau face à des chasseurs de son village envoyés par son frère pour la ramener à bon port. Évidemment, elle refuse et évidemment, elle est capable de mettre en difficulté 4 hommes à elle seule. Une fois de plus, et ça devient une habitude, ceux qui ont osé se moquer d'elle se font immédiatement trucider par le Predator. Là encore, c'est réglé comme du papier à musique. Ceci étant dit, les types ne manquent pas de courage car ils l'affrontent tout de même directement au corps à corps dans un des rares passages plutôt sympathiques du film. Enfin, ne crions pas non plus à la révolution, hein. Ce moment s'achève sur la fuite de Naru et d'un chasseur survivant. Là encore, on se moque de nous, le mec court moins vite que notre héroïne, pourtant bien grassouillette, et devinez qui survit grâce à une brillante échappée au sprint? Le véritable moment de poilade arrive. Alors qu'elle se remet à peine de sa performance à la course, Naru met le pied dans un piège à loup qui entraînera sa capture par une bande de trappeurs pouilleux, d'origine douteuse, qui ruminent un jargon imbitable écartelé entre du français, du québécois et du franglais. Sans les sous-titres, bon courage pour piper quelque chose. Alors bien sûr, ce sont des hommes blancs, donc sans surprise, ils totalisent un QI inférieur à 10 réunis tous ensemble. C'est désormais un cliché tellement ça revient dans toutes les productions actuelles. Quant au piège à loup sur une cheville de femme qui plus est, ça doit faire tout drôle. Mais notre star se découvrira une coupure peu profonde, boitera un peu avant de se remettre à cavaler comme un lapin dans le dernier acte. Bon, en toute franchise, on a vu ce genre de tour de passe-passe dans de nombreux films d'action, mais tout de même, quand on additionne ça au reste, ça fait beaucoup. Finalement, les trappeurs attardés tentent d'utiliser Naru et son frère, lui aussi capturé, comme appât pour le Predator avant de se faire massacrer dans une séquence d'une grande platitude. Le bestiau n'est tellement pas impressionné par cette bande de bras cassés qu'il s'offre un petit bain de foule direct et vient se promener nonchalamment au milieu de l'arène pour les exécuter un par un, non sans ramasser quelques menues blessures au passage, chose qui ne serait jamais arrivée s'il s'était tenu un peu à distance d'ailleurs. Cette scène fait vraiment figure de pétard mouillé tant les adversaires du Predator sont insignifiants. D'ailleurs, il les méprise tellement qu'il finit par se barrer dans les arbres en les laissant avec une bombe en cadeau. Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. On pourra juste saluer l'apparition du très élégant bouclier rétractable avec lequel il s'amuse à faire des mises à mort créatives. Avec nos Indiens et autres trappeurs, on est quand même bien loin du commando surentraîné et surarmé du premier film, hein. Et là, on pourrait me répondre, oui, mais il faut oublier un peu le premier et se laisser porter par cette nouvelle aventure. Ben non, on ne va rien oublier du tout, d'autant que Dan Trachtenberg, le réalisateur, nous place la fameuse réplique « S'il saigne, on peut le tuer », prononcée autrefois par Dutch, alias Schwarzy, et volée au film de McTiernan.
Une réplique qui ne sert à rien à part satisfaire les fans peu regardants sur la qualité et nous rappeler à quel point le film original écrase à tout point de vue cette horrible séquelle. Une tentative pathétique de se raccrocher à l'œuvre originelle et de lui voler un peu de son prestige. Un procédé qui ne fait que souligner l'absence de personnalité du film et le marquer du sceau de l'infamie au fer rouge. Mais honnêtement, ce genre de procédé lamentable devient courant puisqu'on y a droit aussi dans Alien Romulus, dont je reparlerai peut-être. Alors je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas fini. Naru survit à la scène de chaos et infiltre ce qui reste du campement de trappeurs dégueulasses et démonte à elle seule 4 ou 5 types dans une scène d'action vaguement acceptable où les hommes sont étonnamment faibles. Je n'insiste pas, je crois que vous avez compris l'idéologie derrière le film. J'oublie aussi qu'en plus d'être bêtes, sales, moches et méchants, ils veulent aussi bouffer le chien de la fille. Le type prétend que c'est meilleur que du castor. Ok, moi je veux bien, hein. Dans une scène précédente, ils zigouillent quand même un troupeau complet de bisons. Doit-on rappeler au scénariste que ça se mange? Bref, l'incident du chien est juste là pour parachever la peinture de l'homme blanc montrée comme une véritable saloperie sans foi ni loi. C'est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Et on n'a toujours pas fini de rigoler. Notre super traqueuse, affairée à soigner son égratignure à la cheville dont elle vient de se rappeler, se laisse surprendre dans un silence total par le dernier survivant du camp à qui il manque quand même une jambe. Alors soit le mec a atteint un niveau digne des ninjas pour s'infiltrer, soit Naru a des problèmes d'oreille, soit on nous prend pour des cons. Je pense pour la dernière option sans trop hésiter. Arrive alors la seule scène d'action vraiment digne de tout le film lorsque Taabe, le frère de Naru donc, monté sur un cheval, harcèle le Predator, lui infligeant ses premières blessures un peu sérieuses dans un spectacle pour une fois réjouissant. Tout cela se termine fort mal pour lui car le script a besoin d'avoir uniquement la fille face au Predator. Ce bref moment de grâce ne dure donc pas très longtemps. On entre désormais dans le 3e acte du film dans lequel Naru va affronter le Predator. À partir de là, on est en plein plagiat du premier film avec Schwarzy et le final de Prey ne nous épargne rien. Bien sûr, il fallait trouver un moyen de camouflage naturel face au Predator. C'était la boue froide pour Dutch, ce seront les herbes médicinales pour Naru. Soyons honnêtes, une fois de plus, la crédibilité de la manœuvre qui consiste à se refroidir pour devenir invisible à la vision thermique du Predator pose une question aussi bien pour Schwarzy et sa boue que pour Naru et ses herbes. Sauf que le premier film ne trimballe pas un bagage monstrueux d'absurdité avant d'arriver à cette scène. Quant aux herbes de Naru, si elles existaient, elles auraient aussi tendance à l'endormir, ce qui n'arrive évidemment pas dans le film. Ceci étant dit, cette idée en vaut une autre et de toute façon, parti comme on est parti, on n'est plus à ça près. Le déroulement de l'affrontement final est tristement banal et prévisible. Un ignoble trappeur survivant sert d'abord d'appât dans une scène qui est au-delà de la caricature. Ensuite, notre Naru, pourtant chasseur novice, pose des pièges à droite et à gauche avec l'aisance d'un vieux guerrier. Mais n'oubliez pas que c'est une femme. Leurs compétences apparaissent par magie dès que le récit le demande. Le combat final est correctement orchestré, quoique peu crédible dans le contexte du film. Il offre un ou deux passages plutôt intéressants, mais n'en attendez pas trop non plus. Et alors que je commençais à me dire que le film se terminerait sur une note plutôt positive, arrive l'offense finale, la mise à mort du Predator. Une exécution totalement tirée par les cheveux qui demande un alignement des étoiles au centimètre près. Le Predator doit sortir de la fondrière au bon endroit, il doit être ensuite positionné à la bonne hauteur, enfin il doit appuyer sur la gâchette de son arbre au bon moment. Le truc impossible quoi. Mais pour notre héroïne, c'est possible, bien sûr. Je l'attends et quand il sort, je le flingue. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Cette dernière partie de film est aussi remplie de dialogues complètement mythos dans lesquels Naru se prend soudain pour une machine de guerre à elle seule. Là, elle abandonne toute modestie et toute retenue pour s'autoproclamer dangereuse. Ce qui n'a pas manqué de me mettre bien mal à l'aise tant c'est loin de la vérité. Et comme vous le savez, la vraie classe, c'est quand même de rentrer chez soi avec un trophée. Une fois de plus, il fallait que notre héroïne surclasse le personnage de Schwarzy dans le premier film qui, lui, ne devait son salut qu'à un sprint mémorable. Là, c'est bien différent puisqu'elle rentre tranquille au village avec en cadeau bonus la tête du Predator, rien moins que ça. Une tête qui n'a pas l'air de trop choquer ses compatriotes d'ailleurs, le chef arborant un air légèrement surpris quand elle roule à ses pieds, mais pas plus. Le restant de la tribu reste également stoïque. Moi, on me balancerait ça à mes pieds, au minimum, je bombarderais la personne de questions. Je lui demanderais, mais c'est quoi ce truc, d'où ça sort, quoi. Bon, c'est fini, et vous l'avez deviné, notre super Comanche va devenir chef de la chasse, à la place du chef de la chasse, puisque c'était le rôle de son frère qui est mort comme une merde dans une séquence précédente. Bref, je viens de détruire le film, mais que reste-t-il de positif dans tout ça? En dehors de quelques magnifiques paysages et d'une réalisation tout à fait correcte, rien du tout. La musique est plutôt agréable, mais on est bien loin des envolées martiales d'Alan Silvestri. Il n'y a rien de bien mémorable ni d'épique dans cette bande-son qui se fait plutôt discrète pendant les scènes d'action et très présente lors des passages plus contemplatifs. Question réalisation, Trachtenberg n'a pas de difficulté pour mettre en valeur les paysages de l'Alberta, au Canada, qui présentent des décors spectaculaires à base de forêts majestueuses et de plaines gigantesques. Les scènes d'action sont bien découpées et lisibles. Enfin, le film bénéficie d'une très belle photographie et de jolis effets de lumière. Question jeu d'acteur, Amber Midthunder laisse une impression assez plate dans le rôle de Naru.
Son physique est à la fois un atout et une faiblesse. Un atout dans le sens où elle n'a pas les attributs typiques de la bimbo hollywoodienne, ce qui fait d'elle un choix raisonnable pour le rôle. Et une faiblesse dans le sens où elle est à mon avis beaucoup trop quelconque pour vraiment captiver avec ce genre de personnage. Elle manque de charisme, pour résumer, et à sa décharge, disons que le scénario particulièrement indigent n'est pas là pour lui rendre service. Le chien qui l'accompagne, lui, joue vraiment très bien. Parlons aussi un peu du Predator. Il est à mon avis très réussi. Je n'ai rien à redire, ni sur les effets spéciaux en général, ni sur le design de l'extraterrestre. Bien sûr, ils ont forcé le trait et on est à la limite de la caricature, une fois de plus, par rapport au Predator de Schwarzy. Alors le crâne a été rallongé, les orbites sont inclinées pour lui donner un air sadique permanent, et il est affublé d'un casque en os qui vient renforcer le côté chasseur tribal. Le bouclier rétractable offre une petite touche de fantaisie satisfaisante. La période historique choisie me convient. Je pense qu'il était de toute façon nécessaire de changer d'époque après la succession de films précédents. Maintenant, changer d'époque oui, mais pour en faire quoi? Si c'est pour nous pondre une horreur comme ce film, je ne vois pas bien l'intérêt. En conclusion, que dire? Bien, en ce moment, il y a un nouveau mot à la mode chez les influenceurs américains pour parler de toute cette vague de films foireux qui nous tombe dessus, depuis à peu près 2021-2022. Ils appellent ça du slop cinéma. Alors c'est quoi du slop? Eh bien en français on dirait de la soupe. J'utilise déjà cette expression pour qualifier certaines musiques, mais apparemment ça va être très tendance aussi pour le cinéma. Et en fait ce mot décrit parfaitement Prey, puisqu'on nous sert là une sorte de potage insipide prêt à consommer qui est censé réveiller la nostalgie de la bonne souplette d'antan, avec en bonus de la nouveauté et de la fraîcheur. Mais en guise de nouveauté et de fraîcheur, imaginez plutôt une soupe dégueulasse, avec des petits croûtons de Predator détrempés qui flottent dedans. Oui, la souplette, la bonne souplette. L'assiette est jolie, mais c'est pas frais, ça baigne dans une idéologie mortifère, et au lieu de te faire ça avec les légumes du potager, ils t'ont collé des produits gavés de pesticides et des colorants qui rendent malade. En gros, une recette plus ou moins similaire mais délicieuse a déjà été servie précédemment, mais là vous sentez bien qu'ils ne la maîtrisent pas du tout. Pour des raisons obscures, ce film semble plaire au plus grand nombre, comme d'autres, sur lesquels je reviendrai peut-être, ce qui me laisse vraiment pensif. Ce film n'arrive pas à la cheville de sa réputation ni à l'orteil de l'original. C'est de la merde. Et le massacre ne fait que commencer au vu des annonces concernant les prochains films de la franchise. Bref, Prey est un sous-produit sans aucun intérêt et on n'a pas fini de rigoler. À bientôt pour une nouvelle chronique.